La schizophrénie, c'est ce qu'on appelle une maladie psychotique. Donc les psychoses, c'est une psychose. Donc les psychoses, en fait, ce sont les maladies mentales, les maladies psychiatriques, qui s'accompagnent d'une perte de contact avec la réalité. Donc ça peut être pensée délirante. Moi, par exemple, j'ai jamais eu de problème d'hallucination, ni auditive ni visuelle. Par contre, j'ai eu énormément de pulsions violentes, à la fois auto-agressives et hétéro-agressives. Donc auto-agressives, donc sur soi-même, donc notamment les scarifications, puisque j'en ai un bon paquet sur le corps. Et donc hétéro-agressive, où là pour le coup, l'agressivité va être portée sur des personnes extérieures. Donc ça peut être n'importe qui qu'on croise dans la rue. Je me souviens quand j'étais au Havre, que ma maladie commençait vraiment à se développer suffisamment pour me pourrir la vie, mais pas assez pour que je souhaite en parler et tout. Parce que c'est un processus très compliqué d'accepter et d'en parler. Mais donc il y a des fois, je sortais de chez moi et j'avais envie d'agresser des gens au hasard. Alors souvent on dit dans les esprits criminels et tout, je sais pas si vous regardez ces séries, ouais donc en fait il a envie d'attaquer ces gens parce que celui-là rappelle ça à ses parents ou je sais pas quoi. Moi ça pouvait être tout, ça pouvait être des blancs, des noirs, des jaunes, des grands, des petits, des gros, des maigres. C'est des profils très différents. En fait, Hector s'est scarifié très jeune, enfin scarifié très jeune, à compter de 17 ans. Il se trouve qu'on avait des chats. D'ailleurs, il a toujours des chats. Et il me disait, alors dont les scarifications étaient toutes fines, toutes petites, sur les bras, etc. Il me disait toujours, mais non, t'inquiète pas, maman, parce que je l'interrogeais dessus. Il me disait, non, c'est pas, j'ai rien fait, ce sont mes chats qui me griffent. Bon, les chats dormaient avec lui, enfin, c'était pas complètement impossible, mais très vite, je me suis dit, il a un problème. Alors, je mettais pas forcément un nom sur ce qu'il faisait. Je suis quand même allée regarder un petit peu, et puis bon, je me suis dit, il devait être un adolescent compliqué, donc finalement, à l'adolescence, des fois, on a un peu des façons d'être un peu à part, et je pense que j'aurais, pour le coup, hein, d'ailleurs, il le sait, je lui ai dit, parce que lui, il n'en parlait pas du tout, et d'ailleurs, il refusait, quand je lui posais des questions, il ne voulait pas, mais alors, le traîner chez un psychologue à 17 ans, alors que je me posais de temps en temps des petites questions, mais je ne savais pas sur quoi je me posais des questions, et je pense qu'il n'aurait pas voulu. C'est quoi le style de l'image que tu cherches? Le problème c'est que c'est un personnage que j'ai créé moi pour mon bouquin. Donc c'est un guérisseur moitié humain, moitié vampire. Très torturé psychologiquement. Tu vas pas le trouver en dessin? Ah voilà. Hein? Si. Non mais tu vois, regarde, j'ai un truc, il y a un site, ça s'appelle Pinterest. Ah oui, oui, bah oui. Donc tu vois, c'est des gens qui mettent plein d'images et tout. La décompensation, moi quand j'en parle et tout, c'est pour moi c'est un raz-de-marée en fait. Imagine t'as un barrage dans un fleuve ou quoi. Et le barrage, c'est ton cerveau qui essaie de maîtriser la maladie. Sauf que si tu le fais pas aider quoi, bah il y a un moment le barrage pète enfin moi c'est comme ça que je vois la décompensation, c'est vraiment ce barrage qui pète, le raz-de-marée qui submerge tout, qui inonde les champs à côté et compagnie. Donc sur le coup, si quelqu'un qui disjoncte, oui je suis assez d'accord. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Et en fait, il nous en a parlé à tous les deux en nous envoyant un mail, d'ailleurs, y compris à l'un de ses frères, parce qu'il était au bord d'une tentative de suicide tellement dans son cerveau, ça se bousculait. Je n'aurais pas trop mettre les mots, moi, mais... donc, il nous envoyait un grand mail en lui racontant ce qui se passait et en nous disant, c'est vrai, hein, si demain matin vous venez parce qu'il vivait déjà dans son studio tout seul en ville, si vous arrivez demain matin, je serai peut-être là, mais je serai peut-être plus là. Et si je ne suis plus là, voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi j'ai décidé de me suicider. Donc là, on est intervenu, alors bien sûr, immédiatement, Dieu merci, il était là. On l'a pris en main tous les deux et on l'a mis dans les mains d'un psychologue et d'un psychiatre qui l'ont bien accompagné, surtout la psychologue qui, je pense, a compris très très tôt ce qui se passait. Ouh, j'imagine bien comme ça en plus mon perso.
Donc moi, je voyais bien que ça n'allait pas du tout. Effectivement, plus que Daniel qui me disait, bon, t'inquiète pas, ça va passer, etc. Mais, et puis, bon, petit à petit, ça s'est aggravé en permanence. Et la chance que moi j'ai eue, c'est qu'il me racontait tout ce qui se passait. Alors, c'était à la fois une chance et une difficulté, mais il me racontait tout ce qui se passait dans son cerveau, y compris ses délires psychotiques. Donc, j'ai appris très tôt, dès qu'il a eu 20 ans, à vivre avec ces... il me disait qu'il avait une partie de lui-même qui était Jekyll et l'autre qui était Hyde, et à vivre avec ses envies de meurtre. Faut pas, enfin, il l'a raconté. Hein, donc, dès 20 ans, il s'est trouvé confronté à ça. Mais en me disant, t'inquiète pas, je résiste, il n'y aura pas de problème et tout. Mais, sauf que plus ça a été, moins il résistait. Et la décompensation est arrivée, il a eu 23 ans. Moi, j'ai décompensé en début novembre. Donc, ouais, c'était en début novembre. À partir de juillet-août, je commençais à vraiment aller très mal. J'étais en stage dans une entreprise en travail de bureau. Je commençais à péter des plombs. Tout d'un coup, j'avais envie de me lever, de prendre un ciseau et de poignarder les gens. Alors j'ai toujours eu plus ou moins, mais là ça devenait franchement désagréable. J'ai appelé ma psy tous les midis. Au lieu d'aller manger à la cantine, j'ai appelé ma psy pour lui raconter ce que je vivais et tout. Et fermé. Fermé. Ouh, désolé marsupilami. J'avais des scarifications, je ne vais pas vous les montrer, mais qui étaient énormes. Je me suis mis à pisser le sang en plein cours. Parce que la veille au soir, je m'étais scarifié, j'avais une scarification énorme, on la voit encore malgré les années. Donc j'avais essayé d'éponger comme je pouvais, j'avais mis un pansement et tout. Et donc en allant en cours le lendemain, dans l'amphi, tout d'un coup, je sens le t-shirt qui commence à devenir poisseux. Je regarde, je vois que ça a repissé le sang. Je me suis dit, ouais, bon, donc je suis parti immédiatement du cours. Et là, j'ai appelé maman en lui disant que j'avais déjà fait une année sabbatique. En lui disant, je crois qu'il va falloir que je refasse une pause parce que là, j'en peux plus. Et donc, quelques jours plus tard, j'ai pété un câble. J'ai pris ma moto puisque j'étais un motard. Et je me suis dit, je bourre comme un con avec la moto, je me plante. Et si les dieux veulent que je vive, je vis. S'ils veulent pas, je meurs et je m'en fous. Et tout s'arrête là parce que j'arrive plus à... Ah ben ça, on se l'est pris en pleine gueule. C'était une journée compliquée. C'est une journée compliquée. C'est le jour... C'était un dimanche, si je me rappelle bien. Comme d'habitude, Hector n'était pas levé de bonne heure. Il habitait chez lui. Et en fait, on a eu des nouvelles au moment où il nous a appelés pour nous dire je suis dans la côte de Canteleu, mais dans le fossé, vous inquiétez. Ben moi, je crois que j'ai rien. Voilà. La moto est morte. La moto est morte, voilà. Alors, on a appelé un copain qui avait un garage à côté. On a foncé le retrouver. Heureusement, des gens s'étaient arrêtés et l'avaient fait contourner parce que sans ça, il aurait très bien pu se faire rouler dessus. Voilà. Et donc, on l'a ramené à la maison. Et là, on a vu qu'Hector montait dans les tours. Je me rappelle, on avait des couverts en inox épais. Et pas de la fourchette de cantine, de la grosse fourchette. Il les prenait comme ça. Là, il n'arrivait plus à se calmer, quoi. Il n'arrivait plus à se calmer. Et donc, il était prévu que le lundi ou le mardi, il rentre. Le lundi. Le lundi, il rentre à l'Unacor. Il nous a dit, non, il faut que j'y aille, Le psychiatre lui avait dit, en cas de grosse urgence, tu viens à ce service d'urgence qu'on ignorait avant, hein, parce qu'on ne savait même pas que ça existait. Donc, et on est arrivé à l'Unacor le soir à 10h du soir. On est arrivé le soir à 10h du soir avec Elisabeth, avec son frère aîné qui était là. On s'attendait à rien, on va dire. On s'attend à rien quand on va là-bas. On s'attend éventuellement à repartir après avoir pris un médoc, mais voilà. Bon, il y a eu toute la période d'attente en elle-même, pendant laquelle Hector, encore pour continuer à monter dans les tours, on sentait la pression qui montait, etc. C'est là qu'il y a eu l'épisode « Reste pas derrière moi, je sais pas ce que je peux te faire ».
Et puis donc, il a fini par partir avec un médecin. Ouais. Lequel médecin est revenu en nous disant ben, on le garde. Il n'est pas question qu'il ressorte. On prend tout dans la gueule. Papa et maman sont venus me faire chercher, là j'arrivais pas à me calmer. Donc je contrôlais plus du tout mon corps. Donc le soir, donc j'ai vu un psychiatre. Sauf que là il m'a dit on va pas attendre, on vous met on vous met en chambre d'isolement. La chambre d'isolement c'est horrible. J'y suis resté peut-être une semaine. La chambre d'isolement, c'est. Alors je sais, les psychiatres sont en train de revenir là-dessus parce que, comme son nom l'indique, en fait, t'as rien. C'est juste une pièce carrée avec un lit au milieu, insonorisé. Donc toi, tu peux péter un câble, tu peux frapper dans les murs, personne n'entend, personne vient te voir. C'est un très 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 mauvais souvenir. Bon, et puis après ça, on m'a dit, écoute, t'as pété un câble et ça nous a permis de voir un peu mettre tout en évidence quelque part. Donc là, on m'a dit, t'es schizophrène. Et donc, c'est un soulagement parce qu'enfin, on me disait, t'as une maladie, on va pouvoir te soigner. Donc voilà, donc effectivement, la décompensation, c'est un gros pétage de câble. Moi, effectivement, il y a eu des signes précurseurs. Après, c'est très compliqué, les maladies psychiatriques à évaluer. Bien. Voilà, on est chez moi. Ouais. Ça marche. Ouais, nickel. Ça marche. Bisous. C'est fermé. Ouais, non, mais c'est machine à casser, la prépa et Pocagne et compagnie. Ah bah là, franchement, la pauvre, elle a intérêt d'être costaud. Mais nous, c'était... Nous, pour évacuer le stress, de toute façon, t'as pas 36 solutions. Soit tu deviens dépressif, soit t'as un mental d'acier et tu bosses comme un taré, soit tu fais la fête pour décompresser. Nous au Havre, c'était la fête. Toutes les semaines, c'était soirée de beuverie. On se saoulait la gueule tous les... Ouais, il faisait pas froid, il y avait un petit vent froid. Ah, ça va, c'est vrai. Moi, j'ai quand même 2 doudous. T'as 2 doudous là. Oh là là. Hop. Donc je vous prends les 4 là. Ouais. Et puis je vais prendre une grosse part de lasagne. Là, celle de droite, ça m'a l'air bien. La grosse tomate là. Ouais. C'est à réchauffer. Une vingtaine de minutes au four. Ouais. 80, 180. Et voilà. Ah. Hop. Les clés. Aujourd'hui, donc, je suis un traitement qui fonctionne, même s'il est en permanente évolution, parce que la schizophrénie, c'est pas une maladie fixe. On dit, tiens, tu prends ton cachet, et puis c'est bon, c'est un truc qui évolue dans le temps. Je sais que si j'ai le moindre problème, si je ressens que j'ai une bouffée de violence ou quoi, alors déjà, je sais les gérer aujourd'hui, parce que... puis je suis en forme, parce qu'il faut bien se rendre compte que... quand tu as ces envies, quand tu as ces délires psychotiques,
et qu'en plus, mentalement, parce que ça fait des années que tu subis ça, tu commences à être vidé, c'est de plus en plus difficile de lutter contre. Aujourd'hui, je me sens bien, je sais que si j'ai une poussée d'envie de scarification ou autre, je vais savoir la gérer. Je peux appeler donc Olivier, mon psychiatre, à tout moment pour lui dire voilà, il se passe ça, il se passe ça. Donc si juste qu'il y a besoin qu'on se voit, on se voit. Il m'a dit viens à l'hôpital et tout, on se voit. Donc l'épée de Damoclès, aujourd'hui je ne l'ai plus. Je l'ai eu pendant pas mal de temps, aujourd'hui je ne l'ai plus. Des moments de grande difficulté, oui. Il y a aussi des moments de grande joie, hein, quand on s'aperçoit que la route est reprise. On reprend la route. De nouveaux objectifs se substituent à d'anciens. Bon, Hector ne fera certainement pas la route 66. Il passera certainement pas une agrègue de psycho. C'est vrai. Quoique, on ne sait jamais, hein, après tout. La vie est pleine d'inconnus. Mais à côté de ça, il s'est mis à composer. Il s'est mis à écrire. Il s'est mis à trouver des objectifs. Il a su maintenir une vie sociale autour de lui. C'est énorme. Un schizo qui a une vie sociale, c'est quand même un peu curieux. Hein. Mais avec des copains qui l'entourent. Des vrais amis. Hein. Quand il nous dit je vais déjeuner avec un tel ou une telle, j'ai des concerts, j'irai avec ici ils s'organisent, c'est des concerts de métal au 106, c'est au Lido Nice où il veut aller. C'est vachement bien. Ça m'a pris 10 ans pour en arriver là. Mais comme je le dis, aujourd'hui j'aime ma vie, je vis au jour le jour, alors j'ai pas de grands projets. Mais franchement j'aime ma vie, mais alors le niveau de... Alors tout n'est pas parfait, mais il m'a fait... c'est Olivier, encore une fois, quand... Je sais plus à quel moment exactement ils nous ont dit ça, quand je suis sorti de l'hôpital, qui en discutait avec papa avant, ils vont dire mais soyez patient. Parce que donc j'ai décompensé, j'étais malade depuis que j'ai 17 ans. Donc en 2000, j'avais quel âge? J'avais 17 ans. C'était en quelle année que j'avais 17 ans? Je suis né en 88, donc en 2005. J'ai décompensé en 2011. Ouais, donc je suis resté malade pendant 6 ans sans vrai traitement et tout. Et donc forcément j'étais un peu abîmé. Et Olivier il leur a dit, mais surtout soyez patient, gardez espoir. Ça va prendre 10 ans pour qu'il soit vraiment bien. Ça peut paraître long, mais il n'y a pas de raccourci. Faut tenir, faut être patient. Au final, je le regrette pas parce que, voilà, j'ai mon Dark Vador qui... C'est pour ça que j'aime bien cette statuette, parce que ça... Pour ceux qui connaissent un peu Star Wars, c'est vraiment la Dark Vador. C'est un personnage que j'adore parce que c'est un personnage extrêmement torturé qui toute sa vie a rêvé liberté sans jamais l'avoir. D'abord parce qu'il était esclave, ensuite parce qu'il était chez les Jedi, ensuite parce qu'il était chez les Sith. Et j'aime bien ce côté torturé, le visage ravagé et tout, mais dans le retour du Jedi, il redevient gentil, il sauve son fils, il dit à ta sœur Leia que tu avais raison, il restait du bon en moi. Et c'est une métaphore que j'aime bien, Vador. Ça peut paraître couillon, mais